Alors, bonsoir à tous, bienvenue à ce jeudi de la Fédé. Bonsoir Stéphane, j'espère que vous nous entendez bien. Bonsoir, Désolée pour les Émilie. petits Bonsoir ratés à tous. de son de vidéo. Donc, c'est un webinaire qui est assez récurrent, c'est tous les deuxièmes jeudis du mois, sur des informations, sur des sujets d'information qui sont assez variés et au plus proche de votre pratique tous les jours. La Fédé, je pense que vous connaissez, mais c'est le premier syndicat représentatif en France, avec plus de 7 000 adhérents. Et notre gros avantage, c'est d'avoir un maillage territorial très important. On est un syndicat qui est plutôt réformiste et positif, et pas un syndicat d'opposition. Notre force la plus importante, c'est qu'on est convaincu que c'est comme ça qu'on arrivera à évoluer et à progresser. Et notre objectif, c'est vraiment de faire bouger les lignes pour notre métier. À la Fédé, les décisions sont transparentes. Vous pouvez participer directement aux choix politiques via les congrès et dans les assemblées générales de vos départements, et ça depuis 60 ans. La Fédé, c'est une grande équipe, donc on est pas moins de 22 conseillers fédéraux qui travaillent dur pour faire évoluer notre profession, entre réunions, commissions, groupes de travail, pour faire émerger des nouvelles solutions. On essaye de travailler au plus près de votre pratique tous les jours. La Fédé, vous serez soutenu et accompagné avec aussi l'accès au club, les webinaires et un accès privilégié à l'information. C'est aussi la maison des kinés, une structure entière dévouée aux kinés, des conseils juridiques, comptables, des formations et tout ça dans une même structure. Et donc, à la Fédé, on est des gens passionnés et nous sommes surtout organisés pour vraiment faire progresser notre métier de kiné. Et donc, on vous souhaite la bienvenue ce soir sur ce webinaire sur l'accès direct. On espère que répondre à toutes vos questions. Tout au long de la soirée, vous pourrez participer sur l'onglet Q&R pour qu'on puisse répondre à vos questions. Et si jamais, au cours du diapo, vous avez encore des questions, n'hésitez pas. On est là pour répondre et on est à votre disposition ce soir. Merci, Émilie, donc d'avoir présenté brillamment le syndicat, la Fédé, qui est en effet le premier et aussi le plus ancien, puisque cette année, on fête les 80 ans de la kinésithérapie. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'important quand on voit tout ce qui s'est fait sur les 80 dernières années. On peut que se satisfaire de cette évolution. Cette évolution, bah, principalement due aux personnes qui vous représentent, aux personnes qui vous défendent tous les jours, c'est-à-dire les représentants syndicaux. Et parmi ces évolutions, celle qui était attendue depuis très longtemps, c'était l'accès direct en kinésithérapie, c'est-à-dire la capacité de prendre des patients en soins de kinésithérapie sans prescription, c'est-à-dire quelque part grandir, évoluer, devenir autonome et indépendant. Et aujourd'hui, on voit qu'on est dans nos pratiques assez matures pour relever ce nouveau défi de s'affranchir un petit peu de la coupe médicale et de sortir un petit peu de la maison ou de prendre son indépendance et son autonomie. Donc on l'a pris à 80 ans, en général on l'apprend à 18 ans, c'est plus simple, hein. Mais bon, une profession, ça évolue peut-être à un rythme plus modeste. Et donc on va essayer avec Émilie ce soir de vous présenter cet accès direct, pourquoi ça intervient maintenant, quels sont les enjeux pour la profession et surtout quel est le cadre. Et vous verrez que c'est quelque chose d'une part d'important sur le plan de la profession en elle-même, mais aussi quelque chose de très agréable et c'est une nouvelle pratique où quand les professionnels s'en emparent, mais du coup, on voit après, au niveau des retours de terrain, qu'il y a une grande satisfaction à s'être emparé de cette nouvelle pratique. Donc, je vais laisser la parole à Émilie qui va présenter le début de l'intervention et quant à moi, j'interviendrai aussi à différents moments du diaporama. Je te laisse la parole, Émilie. Je te laisse partager surtout le PowerPoint. Ah oui, je l'ai partagé. Donc, du coup, je repartage. Est-ce que là, c'est bon? Je pense que oui. C'est bon? Ouais.
C'est bon, c'est confirmé sur le chat. Bon, et tu vois le diaporama? Oui. Allez, c'est à toi. Eh ben, tu as déjà bien présenté, donc on peut donc je me présente donc Émilie Pessanda, donc je suis kiné à Aix-les-Bains dans le 73 en Savoie. Donc moi j'ai pas l'accès direct dans mon département et je suis pas un MSP donc je ne peux pas faire d'accès direct. Mais je suis profondément convaincue que cette avancée c'est notre avenir et qu'il faut vraiment s'en saisir. Donc, c'est pour ça que je viens vous le présenter ce soir. Et puis, bah, Stéphane, je te laisse peut-être te présenter aussi. Donc moi, je suis Stéphane Fabré, je travaille à Montpellier dans un cabinet de groupe. Et l'accès direct, en fait, je suis tombé tout petit dedans. J'étais confronté à ça sans en faire dès le début parce que au début de ma carrière, j'ai suivi des consultations avec un chirurgien orthopédique pendant 15 ans, tous les jeudis matins. J'ai consulté en binôme avec un chirurgien orthopédique et ça m'a permis d'être déjà biberonné à l'accès direct en orthopédie. Et puis les choses ont évolué. Je suis toujours resté proche de ce chirurgien à travailler pareil avec lui dans une clinique. Donc je travaille dans un établissement de santé qui depuis 2023 me permet de faire de l'accès direct, alors dans un cadre un peu spécifique, surtout dans le cadre de l'hospitalisation de jour. Et après, j'ai eu le titre d'ostéopathie en 2007 qui m'a permis ben, là aussi de faire de l'accès direct. Mais bien avant, durant 2 3 ans, j'ai suivi des équipes de sportifs de haut niveau. Et quand on est au bord du terrain, ben, on est confronté malgré nous à faire aussi de l'accès direct. Donc, je l'ai vu sous divers aspects, à la fois dans le cadre du sport de haut niveau, à la fois dans le cadre de l'orthopédie, avec cette consultation pluriprofessionnelle avec le chirurgien, et puis dans le cadre de l'ostéopathie maintenant, depuis 2023, dans le cadre de la kinésithérapie. Et je suis aussi euh, sur le point enfin, je fais partie d'une maison de santé qui est en cours de finalisation. Voilà. Donc, je te laisse commencer, Émilie. Super. Donc, moi, je vais commencer. Je vais plus vous parler de tout ce qui est cadre réglementaire, législatif, conventionnel. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Donc, les étapes vers l'autonomie, effectivement, en fait, au départ, l'accès direct a commencé par des protocoles de coopération à partir de 2020. Donc, ça a été une première ouverture. L'accès direct en structure a été inscrit un peu plus tard dans la loi et surtout pour les MSP et les établissements de santé. Et après, pour l'expérimentation CPTS, ça a été inscrit par décret en 2024 et l'expérimentation se terminera en 2029. Donc, en fait, c'est un peu une transformation de notre formation initiale. Au départ, on était reconnu grade licence, donc plutôt un technicien. Aujourd'hui, on a le grade master depuis 2025. Et donc, après, vous avez aussi le grade doctorat pour les kinés-chercheurs. Mais pour nous, nous sommes sur un grade master. Les décrets sont passés en 2025 pour notre grade. Donc, l'accès direct, ça ne change rien pour nous. On n'a pas de délégation de tâches. En fait, ça change vraiment rien. On continue comme quand on travaille avec nos ordonnances. Avec notre ordonnance, on fait quand même notre bilan, on définit les pathologies et les problèmes des patients, on les traite et l'accès direct, ça ne change rien. On fait exactement la même chose, mais sans ordonnance. Il n'y a pas de coopération, il n'y a pas de compétences médicales échangées. C'est vraiment exactement ce qu'on pratique déjà. Donc, la loi RIST est passée en mai 2023 pour l'accès direct pour les structures coordonnées. En juin 2024, il y a eu un premier décret d'application précisant les différentes modalités et vous allez voir en petit, non, c'est celle de 2023, la loi qui est passée, c'est la loi RIS numéro 2. Et en juin 2025, publication des départements éligibles avec l'expérimentation qui a commencé en août. Non, pas en juin 2025.
j'ai fait une bêtise. En juin 2025, si la publication des départements, des 20 départements tests a été publiée. Alors, l'accès direct, pourquoi? Chez nous, les kinés, donc par rapport à nos patients, on a un vieillissement de la population qui accroît tous les jours. Les déserts médicaux, ben, on est tous au courant du fait. Et on a surtout un gros problème sur la fluidification du parcours de soins et l'accès aux soins qui devient de plus en plus compliqué pour nos patients. La démographie médicale, malheureusement, est en berne, est en train de chuter tout doucement, surtout chez les médecins généralistes libéraux. On voit que les salariés augmentent, mais que les libéraux diminuent. Et donc, on a un gros problème à partir enfin, jusqu'à 2030. Donc, on parle du mur de 2030, où là, vous revoyez deux projections de médecins généralistes et médecins spécialistes, et vous voyez vraiment cette courbe qui s'incline dans le mauvais sens. Et du coup, pour les patients, ça va vraiment être compliqué C'est déjà compliqué d'avoir un médecin traitant, et donc encore plus jusqu'à 2030. À l'inverse, nous, les kinés, on est en démographie constante et augmentante. Et donc, du coup, ben, c'est là où il faut qu'on puisse s'emparer de cet accès direct et qu'on puisse s'emparer de cet accès direct pour nos patients, pour fluidifier le parcours, pour être plus disponible pour eux, pour pouvoir répondre un peu aux urgences et, euh, et aux différentes pathologies de tous les jours où on se réveille un matin, on se dit, ah, j'ai mal là, mais mon médecin n'est pas disponible. Bon, ben, je peux appeler mon kiné. Donc, ça va transformer nos pratiques effectivement parce que ben, du coup, on va devenir le professionnel de santé de première intention. Il va falloir vraiment qu'on travaille sur notre triage clinique parce que le but, c'est vraiment de répondre. C'est pas de prendre le patient et de se dire, ben, on va lui coller 10 séances ou 8 séances ou je ne sais combien, alors qu'il n'a peut-être pas besoin de séances de kiné. Donc, il va falloir apprendre à réorienter. Et on a vraiment une obligation de résultat et puis pouvoir réorienter complètement notre patient et être honnête dans notre pratique en disant ça ne relève pas de la kiné, c'est vraiment une marque de savoir et c'est ce qui va nous conduire sur sur notre indépendance et sur notre autonomie. Merci, Émilie. Donc, en fait, comme l'a dit Émilie, cet accès direct, ça va vraiment transformer les choses, puisque quand les patients vont arriver, ben, ils n'auront pas vu un médecin. Mais pour nous, c'est presque du quotidien. C'est-à-dire qu'on a souvent des prescriptions qui arrivent où on a juste une indication médicale et on n'a jamais le diagnostic. Donc, en fait, on aura juste à se poser la question en l'absence de prescription médicale pour ces patients qui arrivent, c'est est-ce que la situation clinique de ce patient relève de la rééducation ou pas? Et c'est la première question, c'est-à-dire qu'en fonction des signes et des symptômes, il va falloir en fait raisonner, repérer les drapeaux rouges ou les critères de réorientation et voir un petit peu comment on organise le parcours de soins avec ce patient avec un petit peu trois décisions ou trois possibilités de choix à faire pour chaque patient. Il va y avoir en fait, et ça sera probablement la plus grosse volumétrie, des patients qui ont des plaintes et des douleurs, mais en fait qui ne relèvent ni d'une orientation, ni de la rééducation. Parce qu'on se lève un matin, on a mal à l'épaule, on a mal au genou, on a mal au dos, et puis au final, au bout de 3 4 jours, c'est quelque chose qui rentre dans l'ordre. Et c'est ce qui est précisé, par exemple, dans les recommandations HS de 2019 sur la lombalgie. Une lombalgie, en fait, nécessite seulement des conseils au patient, de le rassurer, de lui demander de reprendre l'activité physique. Et cette lombalgie va rentrer dans l'ordre spontanément en 2 à 4 semaines. Ça ne justifie pas de rééducation. Donc, il y aura probablement une grosse volumétrie de patients qui seront réorientés à domicile avec des conseils, avec des exercices à faire à domicile, et donc des patients qui devront être seulement rassurés. Et puis, il y aura des patients, en fait, qui, eux, relèvent de la rééducation. Et donc, dans ces cas-là, quand on a fait un examen clinique précis et rigoureux, qu'il n'y a pas de critères d'orientation et de repérage ou de drapeau rouge repéré, mais dans ces cas-là, il faudra poursuivre
l'examen clinique en repérant des indicateurs qui sont améliorables par la kinésithérapie et donc qui vont permettre de poser le diagnostic kiné qui va après s'enchaîner avec le plan de soins qui sera dans la continuité du diagnostic kiné. Et donc après, on partira sur un programme de soins de kinésithérapie. Et puis parfois, il y aura aussi des patients qui, par contre, eux, ont des drapeaux rouges ou des critères de réorientation. Et donc, en fonction des différents types de drapeaux rouges, de critères de réorientation, ben, il faudra réorienter le patient, soit chez son médecin traitant, soit vers un service d'urgence ou, dans les pires des cas qui sont quand même exceptionnels, voire anecdotiques, appeler le SAMU parce que là, on est sur un drapeau rouge avec un risque vital important. Donc en fait, au niveau de ces drapeaux rouges, c'est bien de les connaître, c'est sûr, mais c'est bien aussi de savoir organiser les connaissances pour justement prendre les bonnes décisions. Et donc cette organisation des connaissances nécessite de maîtriser le raisonnement clinique. Il y a un modèle très simple qui est issu de l'Université de Montréal, raisonnement clinique mis au point par Bernard Charlin, qui permet justement d'organiser les connaissances à partir de scripts cliniques. Et donc en fait, ces scripts cliniques sont tout simplement les modèles de raisonnement cognitif de n'importe quel individu. Donc ce raisonnement clinique permet d'être à la fois précis, rigoureux et surtout permet de gagner du temps. Et donc gagner du temps pour repérer les drapeaux rouges et savoir gérer l'urgence par rapport aux critères qu'on aura repérés justement pour ces drapeaux rouges. Alors ces drapeaux rouges, il y a plusieurs types de drapeaux rouges. Souvent, on organise ça en trois familles. Une famille de drapeaux rouges très préoccupante, très grave, qui sont les drapeaux rouges d'ordre viscéraux et vasculaire, parce que là, on est face à peut-être un risque vital ou un risque de décès, mais heureusement, comme je vous dis, c'est rare et anecdotique. Dans le groupe dans lequel je travaille, je pense qu'en 20 ans, on n'a jamais eu de patients avec vraiment un problème vasculaire aigu qui nécessite qu'on appelle le SAMU, ou alors j'ai pas été au courant de ça, et pourtant on est un gros groupe de kinés. Et puis après, vous avez des drapeaux rouges infectieux, inflammatoires, neurologiques. Et là, on est plus dans une situation de perte de chance pour le patient. Donc, le mieux, c'est que le patient soit vu très rapidement, voire l'envoyer dans un service d'urgence parce qu'il peut y avoir des séquelles irréversibles. Et puis, les derniers drapeaux rouges, qui sont les drapeaux rouges traumatiques et tumoraux, où là, la problématique, en fait, c'est un retard diagnostique. Donc, il faut réorienter le patient plutôt chez son médecin traitant. Donc, on connaît pas mal déjà de drapeaux rouges dans notre formation initiale, que ce soit les critères d'Ottawa au niveau de la cheville ou du genou, que ce soit le Canadian C-Spine ou les critères de Nexus pour les traumatismes cervicaux, ou que ce soit après des signes neurologiques comme le cluster de Wiener ou le cluster de Cook pour les myélopathies cervicales ou les radiculopathies cervicales. Donc, il y a énormément déjà de choses décrites par la littérature qui permet de nous faire prendre les bonnes décisions. Surtout, ce qui sera probablement l'enjeu, c'est de savoir dire non. C'est-à-dire savoir expliquer à un patient que sa situation clinique ne relève ni d'une consultation médicale et d'une réorientation, ni d'une prise en charge en kinésithérapie, et qu'il faut juste le réadresser chez lui avec des conseils en lui demandant de reprendre son activité physique. Ça, en rééducation prescrite, on ne le fait jamais. Quand un patient arrive avec une prescription médicale, le premier réflexe, c'est de lui proposer en fait un examen clinique et après un plan de soins. Et donc parfois, il faudra là essayer de faire de la pédagogie et de dire aux patients que juste en faisant tel et tel exercice, ça va rentrer dans l'ordre. Donc c'est une vraie culture, un vrai changement que de se dire on va voir des patients et il faudra savoir dire non, les réorienter chez eux. Donc en fait, au niveau après de la conduite à tenir et du compte-rendu, je repasse la parole à Émilie une fois que le praticien pardon, a fait son examen clinique dans le cadre de l'accès direct. Alors effectivement, la conduite à tenir, c'est ce qui est vraiment important, c'est notre compte-rendu. En fait, ce qui va nous rendre légitimes et, auprès du corps médical, c'est de rendre un compte-rendu détaillé et surtout, on a l'obligation de le verser sur le DMP. Alors, on sait qu'il y a certains logiciels où c'est un petit peu compliqué de se connecter au DMP, mais il y a des solutions qui sont en train de se trouver. Mais si c'est pas possible de le poser sur le DMP, au moins de le remettre au patient ou de le communiquer à son médecin généraliste. S'il n'a pas de médecin généraliste, de bien lui remettre le document. Ça va vraiment montrer notre sérieux. Et la réorientation, c'est vraiment très important. Dans certaines structures, il y a des réorientations directes avec les médecins de la structure.
dans le cadre d'une CPTS, le patient a un médecin G. S'il n'en a pas, ben, on lui donne, mais certaines CPTS aident à trouver un médecin généraliste. Donc peut-être s'appuyer aussi sur cette aide-là pour essayer de rentrer en contact et de pouvoir proposer un circuit de soins aux patients assez direct. En ce qui concerne les formations et les outils d'aide, alors sur les formations, il n'y a pas d'obligation, mais pour être efficace, pour ne pas perdre de temps, pour pouvoir au mieux réorienter et prendre en charge son patient, il y a pas mal de formations sur le DPC, à l'INK auprès de la FEDE, et vous pouvez vous aider aussi d'un nouvel outil qui s'appelle Marcus Santé. Et donc c'est une IA qui est faite pour les kinés et qui vous rentrez toutes les données du patient, tous vos tests, et il va vraiment vous aider à faire votre bilan et votre diagnostic. Donc, la formation obligatoire, la loi RIST et les décrets ne disent rien dessus. La HAS a demandé spécifiquement qu'on fasse un peu un rafraîchissement de nos connaissances sur les drapeaux rouges, surtout pour les masseurs kinés qui sont diplômés avant 2019. Et le code de déontologie précise effectivement que en gros, si on n'est pas capable, il faut savoir réorienter. Donc au départ, l'expérimentation, c'était dans 6 départements dans le cadre des CPTS. Après l'avis de l'Académie de médecine et de l'HAS, ça a changé et on est passé à 20 départements. Je ne vais pas tous vous les lire, je vous les laisse lire tranquillement. Et donc, ces 20 départements nous permettent en CPTS, il suffit juste d'être inscrit à une CPTS et vous pouvez le faire. Donc, accès direct dans toute la France sur les MSP et les structures de soins coordonnés, accès direct expérimental dans les CPTS, dans les 20 départements cités avant, et le déploiement national, la fin de l'évaluation est prévue pour 2020, donc elle est prévue pour 5 ans, donc fin 2029. Et cette approche, elle nous permet, on essaye de motiver un maximum de kinés pour qu'on puisse généraliser cet accès direct à toute la France le plus rapidement possible. Alors, les conditions pour exercer, elles ne sont pas très compliquées. Il suffit de se déclarer sur le site Démarche simplifiée. Comme justificatif, il faut juste donner son numéro RPPS et son inscription à la CPTS. Donc, vous rentrez, donc là, c'est le début du site. Vous rentrez sur le site, vous déclarez votre participation, vous choisissez votre région. C'est très facile. Vous rentrez votre adresse, votre numéro RPPS et il faut justifier de votre inscription en CPTS. Vous cochez les engagements et vous déposez le dossier et vous attendez la réponse et vous pouvez pratiquer l'accès direct directement après. Alors, en ce qui concerne l'accès direct, si on n'a pas de diagnostic médical, si le patient arrive, je me suis fait mal à la cheville et n'a pas d'autres documents médicaux, vous avez le droit à faire 8 séances maximum dans un épisode de soins de 3 mois. Si vous avez un diagnostic médical, ne serait-ce que une ALD ou un document d'un médecin, vous pouvez faire, il n'y a pas de limite, mais il faut suivre les recommandations NGAP et HAS. Pour facturer, facile, vous mettez votre numéro ADELI comme prescripteur, vous cotez avec la NGAP classique et il n'y a pas besoin de mettre de justificatif. Donc, dans certains logiciels, c'est un peu plus compliqué parce que vous ne pouvez pas envoyer par score s'il n'y a pas d'ordonnance. Donc, on vous conseille de mettre une feuille blanche avec écrit accès direct dessus. Les CPM des 20 départements concernés commencent à être habitués et on n'a pas eu de retour négatif des kinés en accès direct sur un refus de paiement.
Les remboursements pour les patients restent identiques. Il y a une prise en charge standard avec le même taux de la CPAM et le même taux des mutuelles selon les contrats des patients. Alors, en ce qui concerne la responsabilité, en fait, ça ne change rien. Que vous soyez avec ordonnance ou sans ordonnance, c'est toujours la même chose. Si vous voulez, pour vous protéger, vous pouvez déclarer à votre RCP que vous faites de l'accès direct, mais ça ne changera rien sur le montant au final. Donc après, pour l'organisation et la mise en place, pour ceux qui souhaitent du coup débuter dans l'accès direct, c'est toujours un pas compliqué, hein. Et on a l'impression qu'on se jette à l'eau et on ne sait pas où on va atterrir. En fait, c'est très simple. Il suffit d'organiser son planning et de voir, par exemple, d'ici un mois, de bloquer en fait ce qu'on appelle des créneaux de soins non programmés. Donc, on peut décider en fonction de son ambition de dire, je vais bloquer un, deux, trois créneaux de soins non programmés. Par exemple, on va partir sur le modèle de deux. Et donc, tous les jours, vous allez bloquer, par exemple, un créneau de 16 à 17 heures pour prendre justement ces patients en soins non programmés. Et donc, quand vous arrivez le vendredi matin, ben, vous regardez si votre créneau du lundi qui suit est pris ou pas par des patients dans le cadre des soins non programmés en accès direct. Si vous voyez que ce créneau n'est pas pris, ben, le vendredi, soit vous remplissez ces créneaux avec des patients qui en ont besoin, soit vous remplissez ce créneau avec une liste d'attente, soit vous, voilà. Donc, vous remplissez ce créneau à 24 heures. Et vous faites la même chose quand vous arrivez le mardi matin, quand vous arrivez le lundi matin, vous regardez si le créneau du mardi est pris. Voilà. Et en fait, vous bloquez les créneaux à 24 heures de manière à avoir des disponibilités à 48 heures ou 24 heures en fonction des situations. Ce qui permet de ne pas avoir de trou dans le planning, parce que le but de l'accès direct, c'est pas non plus de se retrouver dans une situation où en fait on perd des patients ou de l'argent, ou alors on bloque des patients qui en auront besoin alors qu'on a des créneaux vides, c'est pas le but. Mais déjà avoir des disponibilités de prise en charge de soins de rééducation à 48 heures, c'est quand même faciliter le parcours de soins, c'est améliorer justement l'accès à la kinésithérapie pour des patients qui pourraient, par le biais de la consultation médicale, attendre peut-être 7 à 15 jours avant d'avoir un rendez-vous en rééducation. Donc là, ça permet, et c'est vraiment le sens de cette nouvelle loi, de favoriser l'accès aux soins en kinésithérapie. Et puis au fur et à mesure du temps, et c'est les retours de terrain qu'on a, les gens qui ont commencé l'accès direct ont commencé avec au début un ou deux créneaux de disponibles par jour, et puis rapidement, ils sont passés à 2, 3, 4. Et donc, on a vraiment, dans les retours qu'on a de terrain, une montée en charge pour les kinés qui ont justement mis en place l'accès direct dans les cabinets. On voit que c'est quelque chose qui après se communique entre patients, se sait. Mais c'est sûr qu'après, il y a des dispositifs en fait de communication possibles auprès aussi des autres professionnels de santé et auprès des structures coordonnées, que ce soit les MSP ou les CPTS. Et les meilleurs atouts qu'on peut avoir pour déployer cet accès direct, c'est vraiment les pharmaciens et les infirmiers. Au niveau des médecins, il va y avoir en fait probablement deux attitudes et deux tendances. Certains médecins vont vous accompagner avec un enthousiasme important pour l'accès direct et vont vraiment valoriser votre exercice, mais vous aurez peut-être d'autres médecins un peu plus hostiles, un peu plus réfractaires avec l'accès direct qui ne voudront pas en entendre parler. Alors que les pharmaciens et les infirmiers, eux, sont vraiment des professionnels qui voient les patients, qui peuvent en parler, que ce soit les pharmaciens lorsque un patient vient acheter des antalgiques pour des douleurs de cheville, des douleurs de dos ou des douleurs de genoux, peut dire à son patient, allez voir le kiné qui peut vous prendre en charge en accès direct. Vous prenez des antalgiques, mais en plus, vous pouvez accéder à de la rééducation assez facilement. Et les infirmiers, de la même manière, lorsqu'ils vont à domicile chez les patients, peuvent conseiller à leurs patients qu'ils voient en situation peut-être de dégradation fonctionnelle, de recourir à la kinésithérapie justement pour stopper l'évolution de cette dégradation qu'ils ne passent pas du stade de la fragilité à la dépendance et donc qui permettent à ces patients d'être mieux autonomes à domicile. Et puis après, c'est aussi le rôle des CPTS et des MSP d'informer l'ensemble des professionnels de santé que du coup, vous pouvez passer dans le cadre de l'accès direct avec des créneaux de soins non programmés qui vont favoriser justement la kinésithérapie. Et
c'est vrai que vous pouvez aussi déployer de la communication auprès des autres structures, que ce soit les hôpitaux pour favoriser les sorties d'hospitalisation et donc l'accès aux soins dans le cadre d'une situation post-chirurgicale, que ce soit les clubs sportifs, parce que c'est vrai que je vous ai parlé du lundi, mais je pense que l'activité sportive du week-end et toute la traumatologie qui s'ensuit va probablement aussi être un élément qui va lancer, qui va booster l'accès direct en kinésithérapie. Et puis après, vous avez tout ce qui est dans le cadre de la fragilité du sujet âgé dans les résidences seniors. Au niveau en fait de certains dogmes ou de certaines croyances, surtout pour les kinés qui se disent, et nous le disent, hein, moi j'ai déjà 2 semaines de liste d'attente ou j'ai déjà 2 mois de liste d'attente, comment je vais faire pour encore plus prendre des patients en accès direct? Mais en fait, ce qui se passe, c'est que au-delà de faire des économies de santé, parce que l'accès direct réduit la prise en charge, la consommation médicamenteuse, l'accès direct réduit le recours à la radiologie, donc déjà ça fait des économies en santé. Mais surtout, l'accès direct réduit le nombre de séances de rééducation par patient quand il est pris en charge justement par un kiné en accès direct. Beaucoup de travaux scientifiques ont été faits sur la lombalgie. Et donc, on voit que sur la lombalgie, quand des patients sont pris en charge dans le cadre de l'accès direct en kinésithérapie, ils font moins de séances de rééducation que lorsqu'ils passent par la prescription médicale et le diagnostic médical. Donc l'accès direct est vraiment quelque chose qui va d'une part diminuer le nombre de séances par patient, donc qui va en fait améliorer votre file active et diminuer à terme votre liste d'attente. Donc c'est vraiment quelque chose en fait pour ceux qui ont une liste d'attente importante, c'est presque le plus adapté, l'accès direct pour ceux qui ont la plus grosse liste d'attente et c'est vraiment eux qui vont avoir le meilleur bénéfice à la fois sur un bénéfice de facilité d'accès aux soins, mais sur un bénéfice aussi financier. Parce que plus vous diminuez votre liste d'attente, plus vous prenez des nouveaux patients. Et plus vous prenez des nouveaux patients, et plus vous augmentez la première séance de prise en charge qui est tarifée une séance et un bilan. C'est-à-dire que progressivement, à augmenter votre file active, vous allez multiplier ces premières séances qui sont facturées une séance et un bilan, c'est-à-dire à peu près 42 euros. Et progressivement, vous allez transformer beaucoup de séances de 18 euros en séances à 42 euros. Donc, c'est comme ça, en fait, que sera valorisé cet accès direct et tout le monde sera content. L'assurance maladie sera contente parce que ben, vous limitez le nombre de séances par patient, donc vous avez en fait une file active plus importante. Donc ça, les pouvoirs publics vont faire des économies en santé et c'est ce que produit l'accès direct. Le patient sera content parce qu'il sera rétabli plus vite et donc il va plus vite se passer de la kinésithérapie. Et vous serez content parce que vos honoraires, dans beaucoup de cas, vont être transformés d'une séance normale en 18 euros à une séance plus un bilan en 42 euros. Et ça, toutes les revues et la littérature internationale le montrent avec de nombreuses études. La littérature, en fait, montre tous ces éléments, que l'accès direct, en fait, c'est quelque chose qui va vraiment être une source de satisfaction des patients. Ça fait des économies en santé, ça diminue, en fait, les délais d'accès aux soins. Et surtout, c'est une pratique qui est très sécurisée. C'est-à-dire que quand on a comparé au niveau de la littérature, la sécurité des patients dans le cadre de l'accès direct et dans le cadre d'un accès à la kinésithérapie avec prescription médicale, en fait, il n'y a pas de supériorité en termes de sinistralité ou en termes de sécurité des patients quand le patient passe par le diagnostic médical ou quand le patient passe en accès direct avec le kinésithérapeute. Donc, en fait, vraiment, cet accès direct, c'est quelque chose de simple à mettre en place, qui est quelque chose avec une pratique sécurisée, qui permet au kiné d'avoir une évolution professionnelle avec des revenus par le fait d'augmenter sa file active, des revenus qui vont être importantes. Et donc, c'est vraiment un outil aujourd'hui avec lesquels les kinés doivent s'emparer. Donc en fait, avec Émilie, j'espère qu'on vous a très bien présenté le cadre de l'accès direct, qui est un enjeu important pour les kinésithérapeutes, pour la kinésithérapie, avec derrière aussi d'autres enjeux politiques que je ne vais pas vous présenter maintenant, mais que éventuellement, s'il y a des questions, on pourra en discuter. Ça améliore l'accès à la kinésithérapie, donc ça simplifie le parcours du patient. C'est une procédure simple
Quand on est en MSP sur toute la France ou quand on est en CPTS dans les 20 départements éligibles à l'expérimentation, ce qu'il faut, c'est se lancer. Il existe un cadre qu'Émilie vous a présenté. En termes de facturation, c'est pareil. Il faut juste facturer sans prescription médicale et donc mettre son propre numéro d'identifiant dans la case prescripteur, puisque vous n'aurez pas de numéro d'identifiant des patients. Et surtout, dans la temporalité dans laquelle on est avec l'explosion des maladies chroniques, l'explosion du vieillissement de la population et donc une courbe de demande de soins qui est vraiment exponentielle, mais malheureusement qui s'entrechoque avec une démographie médicale en berne, on est vraiment face à un problème majeur de santé publique, avec un mur de 2030 qu'il faut savoir aborder, qu'il faut savoir manœuvrer. Et aujourd'hui, on n'a plus le temps de former des médecins, parce qu'il faut 10 à 15 ans pour former des médecins. Donc le seul moyen vraiment qui est important pour mettre en place un système de santé qui tienne le coup après 2030, c'est vraiment de confier d'autres missions aux professionnels paramédicaux. C'est le moyen le plus rapide et donc mettre en place cet accès direct. Cet accès direct, il a un cadre qui est simple, hein. C'est tout simplement prendre un patient sans prescription médicale. C'est tout simplement donc faire un peu notre pratique actuelle, repérer les drapeaux rouges, parce qu'on repère aussi les drapeaux rouges dans le cadre de la rééducation prescrite, parce qu'on sait réorienter les patients dans le cadre de la rééducation prescrite, et parce que parfois aussi, on sait interrompre les soins de rééducation dans le cadre de la rééducation prescrite. Donc, on est vraiment face à un enjeu et un défi important. C'est une opportunité professionnelle qu'on doit se saisir. On espère vraiment que l'engagement qu'on a à la Fédé aboutira à cette généralisation de l'accès direct sur l'ensemble du territoire en CPTS quand l'expérimentation sera finie en 2029. Voilà pour cette présentation. Je ne sais pas si... Merci Stéphane. Alors, on a pas mal de questions. Est-ce que tu es et prêt? on va arrêter le partage et on va répondre aux questions, bien Ouais. sûr. Donc, on vous laisse poser les questions sur l'onglet Q&R et puis, ben, du coup, Stéphane va se faire un magnifique plaisir de vous répondre. Et bien, je te laisse dicter les questions. Exactement. Donc, on a Valérie qui nous demande si on peut faire une séance d'accès direct, une séance d'accès direct avec une autre séance avec une ordonnance, j'imagine. Alors en fait, il faut choisir quelque part. C'est-à-dire que soit on a un patient qui vient avec une ordonnance, et dans ces cas-là, on le rentre dans le cadre d'une rééducation prescrite, soit, mais ça reste quand même un petit peu particulier et singulier. Le patient qui vient avec une ordonnance, on se sert de l'ordonnance seulement pour avoir le diagnostic médical et donc dépasser le cadre des 8 séances et on passe ce patient en accès direct. C'est aussi une possibilité, il y a pas de règle qui l'interdit. Je profite de cette question pour dire il n'y a pas de règle qui l'interdit pour justement donner une solution pour tous les kinés qui font de la rééducation maxillofaciale. C'est-à-dire qu'en fait, la rééducation maxillofaciale, moi, pour avoir deux associés, même trois, qui font que de la rééducation maxillofaciale, souvent, il y a des prescriptions de médecins, mais aussi il y a des prescriptions de dentistes. Alors, au niveau réglementaire, on exerce notre art thérapeutique sur prescription médicale. Le dentiste, en fait, est un professionnel médical et a une compétence médicale. Donc, du coup, le dentiste fait un diagnostic médical, donc il peut faire une prescription médicale. Là-dessus, il n'y a pas de sujet. Par contre, sur le cadre conventionnel, il est précisé dans l'introduction de la nomenclature de la NGAP que sont remboursés les actes des kinésithérapies faits par un professionnel qui a une prescription d'un médecin et pas une prescription médicale. Et le dentiste n'est pas un médecin. Donc, pour avoir beaucoup travaillé avec la Cyclo-MF, qui est la Société savante maxillofaciale, ce qui ressort en termes de taux, c'est qu'une activité maxillofaciale est une activité qui, en général, pour moitié de leurs prescriptions, sont des prescriptions de dentistes. Jusqu'à présent, et j'espère qu'il n'y a pas de personnes d'assurance maladie dans les participants, mais jusqu'à présent, l'assurance maladie n'a pas trop remarqué ou n'est pas allé à l'encontre des kinés qui font de maxillofacial pour demander des indus dans le cadre des prescriptions de dentistes, mais ils auraient parfaitement le droit et ils seraient
on va dire, gagnant, c'est-à-dire qu'en fait, il pourrait demander euh, les indus des prescriptions de dentistes qui ne sont pas des médecins. Donc, dans le cadre de l'accès direct, ça va régler ce problème, c'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir une prescription médicale pour dépasser ce cadre des 8 séances où il faut avoir un diagnostic médical. Donc, tous les gens qui font la maxillofaciale et qui se mettent dans l'accès direct vont régler leur épée de Damoclès des indus qui leur pend au-dessus de la tête s'ils sont contrôlés, parce que justement, ils prendront tous les patients en accès direct, donc ils n'auront pas besoin de prescription d'un médecin, et ils auront la prescription du dentiste qui fera office de diagnostic médical. Alors, je Voilà. pense que super, parce qu'il y avait une question sur la maxillofaciale, justement, donc je pense qu'on a répondu à la question. Je pense que la question de Valérie, c'était si, par exemple, j'ai un patient qui vient, je ne sais pas, pour un croisé du genou et qui lui dit, ben, en fait, j'ai mal au cou, est-ce qu'on peut faire le même jour une deuxième séance en même temps en accès direct? Alors là, en fait, comme tu l'as dit, l'accès direct, c'est comme la rééducation prescrite avec les mêmes règles. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est est-ce qu'un patient qui vient avec une prescription médicale pour un croisé et un patient qui vient avec une prescription médicale pour une rééducation du cou, on peut lui faire 2 séances de la même journée? Voilà. La réponse est non, parce qu'on est dans le même chapitre de la MGAT de la NGAP. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire 2 séances la même journée avec 2 tarifications différentes, il faut que ça soit 2 chapitres différents de la NGAP. Et donc, problème rachidien cervical, problème au niveau du genou, c'est le même chapitre. Donc, en fait, c'est pas 2 séances différentes, c'est une rééducation de 2 territoires différents, c'est-à-dire TER 949. Donc, en fait, si un patient vient avec une prescription médicale ligament croisé et qui nous dit j'ai mal au cou, ben, en fait, on fait une séance du ligament croisé et du rachis cervical, sauf qu'en fait, ça sera TER 949. Voilà, c'est la même chose que si on avait 2 prescriptions, sauf qu'on a une prescription et un accès direct. Mais tu es d'accord que si, par exemple, on a une séance d'urogynéco et un problème cervical, là, on pourrait coter deux Ah fois. oui, puisque c'est 2 territoires différents. Voilà. Comme par exemple, si on a un patient qui vient avec une paralysie faciale et un problème de douleur cervicale, on est sur 2 champs de la NGAP différents. Donc, on peut faire 2 séances différentes facturées avec 2 cotations différentes. Ok. Donc, comme par exemple, si on a un patient qui vient en accès direct avec une paralysie faciale et qui nous dit j'ai mal à la cheville. Donc, on peut faire 2 accès directs. Voilà. Ok. J'ai une autre question. Si le kiné dit non, qu'il n'y a pas besoin de kiné, le patient retourne chez lui avec des exercices, l'éducation un peu thérapeutique et des conseils d'hygiène, est-ce qu'on peut le tarifer, enfin, est-ce qu'on peut le comptabiliser? Ben, en fait, ce qu'il faut, c'est voir euh, si vous faites une séance de rééducation adossée au bilan. Bah, du coup, vous êtes légitime pour facturer une séance et un bilan. Donc, un patient qui vient à qui vous avez en fait défini qu'il n'y a pas de drapeau rouge, qu'il n'y a pas de symptômes ou de critères qui justifient une rééducation, bah, vous lui faites un examen et puis après, vous lui montrez des exercices, vous lui faites faire ces exercices pour qu'il les reproduise à domicile parce que le but, c'est pas de lui dire fais ça, ça et ça, il faut lui montrer les exercices. Et donc, en fait, le fait de faire cette éducation et de faire ces exercices déjà lors de la première séance où vous avez effectué le bilan constitue une facturation possible de une séance et un bilan, puisque ce qui est indiqué en termes de temps, c'est la séance de rééducation et ça n'est pas le bilan. Voilà, vous avez des cotations en fait spécifiques pour des bilans, mais ce qu'on vous demande en termes de respect de l'ordre de 20 minutes, c'est la séance de rééducation et rien de l'ordre de 30 minutes ou 20 minutes, mais rien ne vous empêche de faire chaque fois une séance et un bilan, à condition que vous ayez fait la séance plus le bilan. Parce que, et j'en profite, l'accès direct n'est pas seulement périmétré au décret de compétences de la kinésithérapie. Vous pouvez très bien avoir des patients en fait qui ne comprennent pas trop ce que c'est que la kinésithérapie et qui viennent vous voir en disant je viens en accès direct parce que j'ai très mal à la longue. Voilà.
Donc en fait, ben, vous voyez le doigt, il voyez que le patient il a un ongle incarné, que c'est un petit peu infecté. Ça va être compliqué de lui donner des exercices sur un doigt infecté. Donc là, en fait, il faudra juste faire une tarification de bilan isolé musculo-squelettique en kinésithérapie, mais vous aurez du mal à justifier que vous avez fait faire de la rééducation pour une infection au niveau d'un ongle incarné. Mais dans 95% des cas, ou 90, je pense que la tarification, un bilan, une séance est réalisable. Alors, est-ce que l'accès direct est possible dans les CISA et les structures pluripro? Alors, la CISA, c'est la structure qui héberge une MSP. Donc, en fait, là, c'est pas tant la CISA qui va autoriser l'accès direct, c'est surtout la MSP. Alors, dans les structures, et tu l'as très bien dit, c'est toutes les structures coordonnées, on va dire, avec une organisation juridique établie. Ça va être équipe de soins primaires, ESP. Ça va être équipe de soins spécialisés, ESS. Ça va être maison de santé pluriprofessionnelle, MSP. Centre de santé, établissement de soins, les EHPAD, tout ce qui est les MAS, voilà, tout ce qui est des structures vraiment juridiquement organisées en coordination. L'important de l'accès direct, c'est vraiment de justifier qu'on exerce en coordination sur l'ensemble du territoire. Et après, il y a les 20 départements avec une coordination plus légère via les CPTS. Merci. On a une question intéressante de Corinne qui nous demande s'il faut se réinscrire tous les ans sur la plateforme ARS ou on doit le faire une seule fois. Bah, en fait, il faut au moins justifier tous les ans de l'adhésion à la CPTS. Voilà, parce qu'on peut être adhérent en 2025 et pas en 2026 et encore moins en 2027. Donc, il faut tous les ans rejustifier. Alors, ça peut être le justificatif d'adhésion de la CPTS ou ça peut être une attestation sur l'honneur. C'est vrai que la plateforme, et il faut l'avouer, elle n'est pas très bien faite parce que quand on y retourne tous les ans, il faut réindiquer chaque fois tous les éléments que tu as mis, Émilie, c'est-à-dire redonner son nom, redonner sa ville, redonner sa région, redonner son département, le nom de la CPTS. En fait, il faut chaque fois tout remettre et remettre l'adhésion de la CPTS. Et il faut aussi y aller, on va dire, en moyenne tous les 3 mois pour signifier les indicateurs, c'est-à-dire signifier en gros si vous avez eu des événements indésirables ou pas. Et même si vous n'avez pas eu, il faut y retourner pour dire zéro, je n'en ai pas eu. Et il faut y retourner aussi au moins tous les 3 mois pour noter les indicateurs de réorientation. Voilà. Puisqu'en fait, au niveau de la réussite de cette expérimentation, il y aura des indicateurs. Donc, les indicateurs, c'est le nombre de kinés qui se sont investis dans l'accès direct. Donc, si vous avez vos potes, vos copains qui sont en CPTS dans les départements expérimentaux, il faut vraiment les booster pour qu'ils aillent s'investir dans l'accès direct. Si vous êtes en MSP dans le cadre des départements expérimentaux, inscrivez-vous aussi dans le cadre des CPTS, comme ça va grossir les chiffres pour que l'accès direct, en fait, on montre que les kinés se sont emparés. Ça, c'est un premier indicateur, le nombre de kinés qui va s'investir dans l'accès direct. Le deuxième indicateur, c'est le nombre de patients pris en charge. Et puis après, vous avez d'autres indicateurs qualité, comme le nombre de DMP qui vont être remplis, le nombre de réorientations et éventuellement les événements indésirables. Super. On a une autre question, savoir si on a des courriers types qui expliquent l'accès direct pour les médecins ou les Alors oui, pharmaciens ou autorités. on a au niveau de la Fédé, et avec Émilie, on en fait partie, une cellule accès direct, c'est-à-dire qu'on a 8 personnes, pas à temps plein, mais 8 personnes en tout cas, qui s'investissent beaucoup, qui communiquent beaucoup, qui sont vraiment vouées corps et âme à la réussite de cette expérimentation. Et donc, on a une adresse mail générique où vous pouvez poser toutes vos questions, on répond très rapidement. C'est accèsdirect@ffmkr.org. Et donc, vous nous envoyez vos demandes par rapport à cette adresse mail accèsdirect@ffmkr.org. Si vous voulez les courriers types, vous nous les demandez, on vous les envoie. Voilà, je vais la remettre dans le chat, l'adresse, pour que vous l'ayez tous. J'ai une autre question. Je serai bientôt en MSP. Que dois-je faire pour pratiquer l'accès direct? Alors que la MSP se finalise, c'est-à-dire que la MSP ait signé le projet de santé, que la MSP ait touché les ACI,
qui justifie que justement la MSP est vraiment constituée, faire partie de cette MSP. Et une fois que vous êtes en MSP, vous pouvez faire de l'accès direct quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que c'est vraiment la grosse différence avec les protocoles de coopération. Les protocoles de coopération, c'est deux personnes, un délégué, un délégant. Donc c'est comme un mariage, s'il y en a un qui n'est pas d'accord, il n'y a pas de mariage. Voilà. Et là, protocole de coopération, c'est pareil. S'il y en a un qui n'est pas d'accord, ben, il n'y a pas de protocole de coopération. Dans l'accès direct, le médecin est complètement indépendant de l'accès direct en kinésithérapie, c'est-à-dire que si dans la MSP, le médecin vous dit, moi, je veux pas d'accès direct, bon, faut lui dire que c'est dommage parce que vaut mieux travailler ensemble, c'est plus sympa parce que vous allez lui orienter les patients, mais d'une manière réglementaire et autoritaire, le médecin ne peut pas vous interdire de faire de l'accès direct en MSP. Si vous êtes en MSP, vous faites de l'accès direct, quoi qu'il arrive. Si vous êtes un MSP, vous faites de l'accès direct aussi pour, comme pour les CPTS, hein, pour l'ensemble des patients du territoire. L'accès direct n'est ni périmétré aux patients de la MSP, ni périmétré aux patients des médecins de la MSP. Donc moi, Stéphane Fabry à Montpellier, je peux aller chez tous les kinés de France qui font l'accès direct en MSP ou chez tous les kinés des départements éligibles à l'expérimentation qui font l'accès direct en CPTS. Il n'y aura pas de problème, ils vont me prendre en accès direct. La seule difficulté, c'est qu'ils vont envoyer le bilan à mon médecin traitant à Montpellier qui peut-être va tomber à la renverse parce qu'il ne connaît pas l'accès direct. Voilà. Mais sinon, l'accès direct est, une fois qu'on est en MSP ou en CPTS dans les départements, vous pouvez prendre tous les patients de tout le territoire et même les patients étrangers. Donc, on a une autre question, c'est sur est-ce qu'il y a une différence entre l'accès direct en CPTS et en MSP, mais je pense que tu as répondu. Non, c'est pareil. Ah, C'est pareil. La seule différence, c'est qu'il y en a une, c'est dans le droit dur. Donc la MSP, c'est la loi, on n'y revient pas. Alors si, on pourra y revenir, il faut mettre une nouvelle loi et abroger la loi. Voilà. Mais c'est la loi. L'accès direct en CPTS, c'est une expérimentation, c'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, on va compter les points. Voilà. Et si beaucoup de kinés se sont investis, si beaucoup de kinés ont bien fait le job et que ça s'est bien passé, à la fin de l'expérimentation, on va nous dire vous avez été responsable. Donc du coup, on voit que sur le plan santé publique, ça améliore les choses. Donc on le déploie et on le généralise. Si peu de kinés se sont investis, si il n'y a pas eu des bons résultats, bah, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va dire on vous a donné votre chance et puis c'est fini. Et ça sera fini. Ça sera fini à vie. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que sur les courbes que vous a montré Émilie, elle vous a montré une pénurie de médecins qui va évoluer à peu près jusqu'en 2040. Mais après 2040, les projections, et notamment celles du Conseil national de l'ordre des médecins, montrent qu'il y aura trop de médecins après 2040. Donc en fait, les pouvoirs publics, pourquoi donner l'accès direct aux kinés, sachant qu'il y aura trop de médecins après 2040? Aucun intérêt. Donc en fait, si on ne réussit pas l'expérimentation maintenant, il n'y aura plus de possibilité d'accès direct et il n'y aura plus une deuxième chance. Le TGV ou le train, c'est maintenant et ça ne sera pas après. a-t-on le droit actuellement à l'accès direct dans les femmes face IEM ou EHPAD? Alors dans les EHPAD, oui. Et le premier terme ou la première structure, c'est Les femmes FAM ou FAS? Je ne sais pas ce que c'est. Je peux pas te dire. euh, Vous pouvez préciser. c'est quoi? C'est des foyers d'accueil Flo, médicalisés? Flo peut préciser. C'est foyers d'accueil médicalisés ou foyers d'accueil spécialisés? C'est ça? J'attends, il va nous répondre. On a une autre question de Flo aussi. Pour un délai de 3 mois, il s'agit de 8 séances maximum par pathologie ou toute patho confondue. Par exemple, si un patient fait un accès direct 8 séances pour lombalgie, a-t-il le droit de refaire 8 séances pour une entorse de cheville, par exemple, dans cette même période de 3 mois? Oui, alors ça, c'est l'histoire des 8 séances, c'est-à-dire que, comme Émilie vous l'a expliqué, en fait, il y a une superposition des textes. Il y a le cadre réglementaire, qui est ce qu'on peut faire, et après, il y a le cadre conventionnel qui est ce qui est remboursable. Et ça, c'est deux choses différentes, ce qu'on peut faire et ce qui est remboursable. Je vous donne un exemple un peu différent. On peut avoir une prescription pour éducation de l'obésité. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire parce que c'est notre champ de compétences. Mais par contre, c'est pas remboursable parce que vous avez aucune lettre clé qui prévoit la rééducation de l'obésité. Donc au niveau conventionnel, c'est pas remboursable. Là, en fait, on est un petit peu dans le même cas.
on a la possibilité sans diagnostic de faire 8 séances. Mais l'assurance maladie nous a dit, ouais, vous êtes bien sympa, mais 8 séances, quand? 8 séances dans la semaine, 8 séances dans le mois, 8 séances dans l'année, on ne sait pas trop. Donc nous, on ne va pas payer des 8 séances qui se cumulent. Parce qu'on peut très bien imaginer un patient qui se fait une entorse de cheville aujourd'hui et vous faites les 8 séances sur le mois de mai, et puis il reprend le foot début juin, il se refait une entorse de cheville. Et donc vous repartez sur 8 séances et puis vous le rééduquez jusqu'au 20 juin et se refait une entorse de cheville. Donc l'assurance maladie a dit c'est 8, mais c'est infini. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va borner les choses et nous, on rembourse 8 séances pour un épisode de soins qui va durer 3 mois. Donc en fait, si le patient, dans cet épisode de soins de 3 mois, a besoin de plus de 8 séances, il faut qu'il ait un diagnostic médical. Mais par contre, vous avez 8 séances pour un épisode de soins, mais si le patient avec cette entorse de cheville tombe dans les escaliers parce qu'il était avec les béquilles et qui se fait mal au dos ou qui se fait mal à l'épaule, c'est un autre épisode de soins. Donc, dans cette période de 3 mois, vous pouvez multiplier les épisodes de soins, c'est-à-dire le patient, vous pouvez le voir 8 séances pour une entorse de cheville, mais aussi 8 séances pour un problème d'épaule et encore 8 séances pour un problème de dos. Voilà. Donc, en fait, les 8 séances sont cumulables à condition que ce soit des épisodes de soins différents. Et on a la même chose en ce qui concerne le diagnostic médical, c'est-à-dire que quand vous avez un patient qui a un diagnostic médical, le cadre réglementaire vous dit que c'est pas limité, mais l'assurance maladie est venue nous voir au niveau des syndicats en disant, ouais, mais c'est quoi un diagnostic médical? Parce qu'en fait, un patient va s'asseoir devant le bureau et va vous dire, moi j'ai une entorse de cheville, bah, vous avez le diagnostic médical. Donc ça, c'est pas possible. Donc en fait, l'assurance maladie a fait une liste qu'on pourra aussi vous communiquer de ce qui est éligible au diagnostic médical. Donc, vous avez par exemple justificatif d'ALD, vous avez une ancienne prescription de rééducation, mais à condition que la prescription soit toujours valable pour la situation clinique. Si vous avez un patient qui a une prescription de rééducation douleur de genou de 2002, peut-être que ça ne sera pas très éligible en 2026. Vous voyez, il faut que ça soit quand même une situation clinique qui soit dans la continuité. Donc, soit des anciens courriers de médecins, compte rendu opératoire, juste compte rendu de radiologie ou d'imagerie, mais à condition qu'il y ait le diagnostic médical sur le compte rendu de radiologie, ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà. Donc, vous avez toute une liste de papiers qui permet de justifier du diagnostic médical. Ce papier ne sera pas à envoyer quand vous allez télétransmettre à l'assurance maladie, mais par contre, il faut le conserver au cas où vous ayez un contrôle. Voilà, si vous avez un contrôle dans le cadre de l'accès direct, l'assurance maladie vous dira, bah là, pour tel et tel patient, vous avez fait plus de 8 séances. Qu'est-ce qui peut justifier que vous aviez un diagnostic médical? Du coup, ça rejoint une question que Flo a demandé. Sur une ancienne ordonnance, est-elle valable comme justificatif pour ne pas être limitée à 8 séances? Par exemple, dans le cas de pathologies chroniques type neuro, par exemple un Parkinson, s'il se présente avec une ancienne ordo pour Parkinson, ordo quantitative, mais qui n'est plus valable. Ben, voilà, c'est-à-dire que si vous avez un patient de Parkinson avec une prescription, alors je reviens de 2002, c'est sûr qu'en 2026, la prescription sera toujours valable parce que la pathologie restera là. Voilà, tout ce qui est neurodégénératif ou tout ce qui est dans le cadre des pathologies chroniques, les prescriptions, on va dire qu'il n'y a pas de temps. Mais si vous avez un patient qui vient avec une prescription lombalgie avec hernie discale de 2005, la situation en 2026, elle est différente. Donc ça tiendra pas la route. Voilà, c'est la même chose que si vous avez un patient qui vient vous voir en 2026 avec une prescription de Parkinson de 2005. Ben, sa prescription, vous pouvez l'utiliser et la sécurité sociale vous dit bah, la situation clinique, oui, c'est la même. Mais s'il vient vous voir avec une prescription hernie discale de 2005 en 2026, ça sera pas tenable, quoi. Mais c'est la même chose sur quelle est la date, quelle est la date d'utilisation d'une prescription médicale. C'est pareil. Ok, on a Mariotte qui dit qu'elle fait de l'accès direct depuis le début. Donc super, félicitations à vous, mais qu'elle n'ose pas facturer de bilan parce que c'est que 8 séances. Alors, ça a été l'un des sujets et des combats que j'ai menés depuis mon début de syndiqué, de conseiller fédéral. C'est qu'à l'époque, en fait, on pouvait facturer un bilan, et je pense que c'est un peu ce que pense Mariode, on pouvait facturer un bilan au terme de 10 séances réalisées.
Et donc, en fait, j'ai fait un document de 10 ou 15 pages pour dire, en fait, c'est nul parce que on nous force à faire 10 séances alors que peut-être que le patient, au bout de 7 séances, il pourrait partir. Donc, en fait, on fait un bilan au début, on effectue ce bilan au début, il faut faire une tarification dès le début. Donc, ça a été maintenant, je crois que c'était l'avenant 5 ou l'avenant, je sais plus quel avenant, qui a modifié cette règle et qui maintenant autorise les kinés à facturer le bilan dès la première séance. Voilà, cette histoire de facturer le bilan au bout de 10 séances est tombée. J'en suis le premier content parce que j'ai travaillé beaucoup dessus. Et donc, on peut facturer en musculo-squelettique dès la première séance et après, on refacture au bout de la 30e séance. Et pour le neuromusculaire, on facture dès la première séance et après, on refacture à la 50e séance. Voilà. Donc, en fait, Marriott facture dès le début. Super. Donc, Flo nous a répondu, FAM, c'est bien foyer d'accueil médicalisé. Voilà, donc en fait, dans les structures coordonnées, il faut que ces structures aient un médecin, on va dire, à demeure, que ce soit un médecin libéral ou que ce soit un médecin salarié, mais il faut que la structure, en fait, ait un médecin identifié dans la structure pour qu'il y ait une coordination avec les médecins de la structure. Donc en fait, si dans ces foyers d'aide médicalisée, il y a des médecins attitrés, ça justifie une coordination. Donc voilà. Après, il y a toute une liste, c'est-à-dire qu'en fait, là aussi, on peut envoyer la liste de la loi RIST de 2023, puisque la loi RIST prévoit que dans les structures mentionnées à l'article, je ne le connais pas par cœur, hein, je ne veux pas vous vendre du rêve, hein, je ne suis pas une machine intellectuelle, j'ai mes failles et mes carences. Donc l'article blablabla, on peut vous l'envoyer. Et donc cet article définit toutes les structures coordonnées qui sont éligibles à l'accès direct sur l'ensemble du territoire. Pensez à nous faire un mail sur Voilà. accèsdirect@ffmkr.org. Comme ça, on a le temps de vous répondre. On répond rapidement, mais on a le temps de de vous faire une réponse claire par écrit. On a une kiné qui nous demande aussi pour mettre le bilan sur le DMP avec mon logiciel Kiné 4+, elle n'y arrive pas. Et donc oui, malheureusement, on a pas mal de logiciels où c'est compliqué encore. Si vous y arrivez vraiment pas, soit vous envoyez votre bilan au médecin traitant. S'il n'en a pas, vous le donnez directement au patient pour qu'il le remette à son médecin au cas où, s'il en voit un. Ah, le DMP, c'est un vrai problème, hein, pour, bon, Oui. déjà, ce que tu as dit, Émilie, et en plus, tous les patients, en théorie, inscrits à l'assurance maladie ont par défaut un DMP de créer, mais parfois, ils ne l'ont pas activé. Donc, en fait, même si on a un logiciel compatible et performant, si le patient n'a pas activé le DMP, du coup, bah, on est un petit peu en difficulté pour le déposer. Donc, les pharmaciens ont une enveloppe pour activer le DMP des patients. Donc, on peut leur conseiller d'aller à la pharmacie et de voir avec le pharmacien pour qu'il active le DMP du patient. Et dans ces cas-là, ça facilite le dépôt. Mais c'est vrai que la règle, hein, comme tu l'as dit, c'est première marche du podium, première exigence, mettre le compte-rendu des soins et le bilan sur le DMP. Deuxième exigence, un peu moins forte, mais quand même une exigence, c'est donner le compte-rendu au patient avec le bilan. Et dernière chose, c'est l'envoyer au médecin si le patient a un médecin traitant, parce qu'il y a quand même, je crois, 16 à 20% de la population qui n'a pas de médecin traitant. Faut savoir que de verser le bilan sur le DMP, ça va faire partie de nos marqueurs pour l'expérimentation et surtout de montrer notre sérieux. Hmm. Donc c'est quand même très important. Alors, puis-je faire du HN en accès direct? Alors oui, oui, parce Oui, que comment le facturer? voilà, l'accès direct, en fait, c'est réglementaire. Le HN, c'est un problème conventionnel. Donc, je reviens à ma situation d'obésité. Le cadre réglementaire vous dit que vous devez faire votre art thérapeutique sur prescription médicale. Donc, en fait, vous pouvez prendre votre champ d'exercice et tout le champ d'exercice qui dépasse la cheville et la lombalgie, hein. La cheville et la lombalgie, c'est que pour les protocoles de coopération. L'accès direct, c'est tout le champ d'exercice. C'est la même chose, sauf qu'en fait, vous ne prenez pas les patients dans le cadre de la rééducation prescrite, vous les prenez en accès direct. Voilà. Et de la même manière, quand vous avez un patient qui vient vous voir avec une prescription médicale rééducation de l'obésité, ben en fait, il n'y a pas de nomenclature, donc c'est hors nomenclature à chaîne.
Ce qui veut dire que vous allez facturer les tarifications que vous voulez, avec la petite contrainte, c'est que dès que vous dépassez 70 euros, il faut faire un devis au patient. Donc, si vous avez un patient qui vient vous voir en accès direct et que ce patient, pour plein de raisons, n'a pas en fait sa situation clinique qui correspond à une lettre de la nomenclature, ben, vous le passez en HN. Après, si c'est un traumatisme de cheville, vous êtes conventionné, donc en fait, vous êtes obligé de respecter la nomenclature du moment où vous êtes conventionné. Voilà, c'est deux choses différentes. On est conventionné ou on l'est pas. Donc, si on est conventionné, on doit respecter la nomenclature. Mais si on n'a pas de levier ou si on n'a pas de lettre de la nomenclature, c'est du HN et voilà. Super, bah, notamment dans le cadre d'une cicatrice, par exemple. Voilà, cicatrice, obésité, plein de choses, tout ce qui est thérapeutique et qui n'a pas de lettre prévue par la nomenclature. Eh bien, tu as répondu à toutes les questions. Félicitations. Bon, mais super. Alors, il y a deux mains levées. Je ne sais pas si c'est des personnes qui veulent intervenir ou pas. Alors, je pense que Marie-Aude ou Valérie, ou est-ce que vous voulez c'est baisser pour vos mains? signaler qu'elles avaient enfin, posé des questions parce qu'elles ont posé D'accord. pas mal de questions et on a répondu. Si jamais vous avez encore des questions, ben, vous avez l'adresse mail qui est notée dans, dans le chat. Parfait. Eh bien, écoutez, merci à tous. Engagez-vous fort, vite et bien dans l'accès direct. On compte sur vous pour que ça marche. Nous, en tout cas, on est très engagés et comme vous le voyez, on est vraiment disponible. Pas H24, mais en tout cas au maximum de ce qu'on peut l'être. C'est un enjeu politique très important. Et quand je dis très important, je pèse mes mots. C'est majeur pour notre autonomie, notre indépendance, et c'est même majeur pour toutes les négociations qui vont arriver sur les 5 à 10 prochaines années. Voilà, Émilie, je te laisse le mot de la fin. Ben, moi, je vous encourage à tous vous engager. Moi, je ne peux pas dans mon département, donc je suis bien triste. Donc, j'espère que les kinés des 20 départements tests ou des MSP vont donner un max pour qu'on puisse généraliser ça. Et puis, bah, effectivement, comme tu l'as rappelé, le contexte politique est important. Et puis, on a les élections qui arrivent. Donc, là, il faut tout donner pour nous, quoi. Je vous remercie beaucoup et ben, je vous dis à bientôt. Je rappelle l'adresse mail accèsdirect@ffmkr.org. On est une petite dizaine de personnes derrière ce mail, donc on répond. Et puis ben, je vous souhaite une bonne soirée.